Welcome to the seminars in cognitive informatics. Our speaker today is Xavier Hinot from INRIA in Bordeaux. And his apps, I'm going to read you if you haven't seen it yet. He's going to speak about, well, first I'll tell you who he is. He's a researcher in the Mnemosyne team at INRIA in Bordeaux. His work focuses mainly on recurrent neural network modeling, especially in prefrontal cortex. Language acquisition and applied to robotics, and the brain codes of birdsong syntax. A very broad spectrum, Xavier. All of them are very interesting for us. The birdsong syntax I find especially interesting for other reasons. The common thread is the neural coding and the modeling of complex sequence processing, chunking, learning and introduction of syntax-based sequences to be applied to robotics for eventual embodiment. Éventuel, ça veut dire que you're going to get to embodiment in a few decades. Yes, that's exactly this. He manages the development of a new reservoir computing library in Python. Now, excuse-moi, je vais répéter ça en français. Xavier Hinot est chercheur dans l'équipe Mnemosyne à l'INRIA à Bordeaux. Ses travaux portent principalement sur la modélisation des réseaux de neurones récurrents, l'acquisition du langage et les codes cérébraux de la syntaxe des genres. Le fil conducteur est le codage neuronal et la modélisation du traitement de séquences complexes, le chunking de Newell et Simon. Appliqué à la robotique. Il dirige le développement d'une bibliothèque Python sur le réservoir computing. Et comment on dit ça en français, par exemple? Réservoir calcul. Moi, je traduis ça par réservoir calcul. D'accord, réservoir calcul. Et maintenant, je cède le volant au pauvre conférencier qui a souffert jusqu'à... Ah oui, beaucoup souffert. Merci beaucoup, Steven, Etienne, pour l'invitation. Thank you very much for the invitation. So I will actually present you a mix of my contributions of the last years and of my project of the future decades, because grounding is a complex problem. And so it's called Reservoir Smiles Towards Sensory-Motor Interaction of Language and Embodiment of Symbol with Reservoir Architectures. So yeah, please interrupt me if you don't understand something. Or... So this is my plan. So I will first introduce the general objective of the kind of model I want to do with which kind of features, and also introduce reservoir computing, which is the main framework that I use. Then I will show some contribution related to this project and then discuss this. And okay, so the main question I'm interested in is how do we learn to understand and produce sentences? And my aim as I'm a computer scientist and background, and also in cognitive science and neuroscience. So I want to build a model, so a neurocomputational model of language processing and production. So which by this, I mean that I want to model, have artificial neural networks simulated in a computer. And as language is very broad, for example, I don't include social features of language. So I want to build first a model for one agent. So to really model how the brain could process and produce this language. And so there are different features I'm interested in. They are not exhaustive, but it's already a lot of difficult features to implement in a model. That's why it will take a few decades. So the idea is that I want a model that is dynamic and anytime. So it means that it can have an output at any point in time. You can read what's going on in the model at any point. It has to be robust to noise, hierarchical, grounded, of course, incremental. It has to let symbol emerge and use action perception or perception action mechanisms. So I will give through this detail of what I mean of these features. And actually, you will see these features at different points in the presentation.
And so when these features are present, you will see it written completely. And when they are not present, you will just see the capital letters. L'atterrissage. L'idée, c'est de pouvoir... donc, le système... Enfin, le langage, c'est des liens entre beaucoup de symboles de différents types, avec différents types à différents niveaux d'abstraction. L'idée, c'est que on puisse lier ces symboles au monde réel, parce que sinon, des symboles entre eux, ils ne peuvent pas marcher. Enfin, on peut toujours trouver des définitions de symboles, comme tu en parles très bien, Étienne, entre donc l'exemple du dictionnaire, on va chercher un dictionnaire dans un mot, on va juste avoir des relations avec d'autres mots. Donc, on peut avoir des architectures comme ChatGPT qui font très bien semblant de comprendre ce qu'elles font, mais intrinsèquement, elles ne sont pas liées au monde extérieur, donc elles ne peuvent pas comprendre exactement ce qu'elles sont en train de raconter. Donc, tout simplement, si je prends par exemple, bon, je n'ai pas d'éponge sous la main, mais par exemple, pour la notion de souplesse, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ça, entre quelque chose, pour savoir que quelque chose est souple, donc qu'est-ce que je fais? Le plus simple, plutôt que de donner une définition compliquée, etc., je vais prendre un objet souple et je vais juste appuyer dessus avec mes mains. Donc comme ça, en agissant sur le monde, je vais être capable de voir, ah oui, quand j'appuie dessus, je vois que ça s'écrase un petit peu et que ça résiste moins. Alors que si je prends, par exemple, un objet dur, je ne vais pas pouvoir, même si j'appuie dessus, ça va pas me modifier ou ça va pas modifier l'objet. Donc c'est comme ça que, par exemple, on va comprendre le concept de souplesse parce qu'on est capable d'interagir avec le monde et parce que justement on a un corps. So I was saying, can I have some voluntaries to repeat some sounds, or it will be difficult, or maybe so for example, essayer, je ne sais pas si oui, normalement on essaie le son avant. Ok, d'accord. So the idea is that you will try to reproduce these sounds as best you can, and so of course to remember them and to try to represent them and reproduce them. So this is the first sound to remember. When I talk to you, I hope you understand me well. So is someone able to reproduce this sentence? Vas-y. J'y vais maintenant? Oui. When I talk to you, I hope that you understand me very well. Yes, exactly. So you're able to remember this sentence and repeat it after 10 or 15 seconds. That's very good. Now, another candidate. Do I have another candidate or the same, or doesn't matter? You asked. Vas-y. When I talk to Okay. you, I hope you understand me well. No, but for the second sound, sorry. We didn't hear a second one yet. Yeah, okay. Yes. So here the second sound. Dlaczego kapelusz miałby być przerażający? Yeah, that's more difficult. C'est plus difficile. And that's maybe, of course, if you don't know Polish, it's much more difficult because actually you cannot, handle all these different sounds that you don't know. And so the last one, if someone wants to make it, but maybe it will be a bit this. Sorry. Didn't hear it. Can you do it again? Yes. So that's Zoom. I think it's Zoom taking this as noise. Maybe so you cannot hear the canary sounds. Okay, it doesn't matter. So it's just canary sounds playing, like you can see in this spectrogram. So the spectrogram is the representation of frequencies across time. And what you can see is that actually, even if, for example, these two are human speaking, you cannot tell which one is English or which one is Polish, for example, and you cannot really get and you cannot really know which one you will be able to reproduce. So this means that actually language is very
complicated, of course, but because it's not because you really have to learn it through developmental stages and different points, because it's involved different level of hierarchy. And so so what are the different strategies that you can use to remember and imitate the sounds I played to you? So first, you can try to imitate by heart the sound. So what does it mean to imitate sound? How are you able to imitate this continuous flows of sounds? So first, you perceive these sounds. Then you want to find with the representation of the sounds you have to find a motor gesture, so a way to configure how your muscles of your vocal tract, for instance, and then to activate these muscles to produce actually sounds. And so actually what's interesting here is that we can see that we have a loop with the environment, which means that you can actually see if the sounds, you can hear yourself the sounds that you try to imitate. So which means that you are able to evaluate yourself while trying to imitate the sounds. And that's actually what babies do when they're doing babbling. So you can actually do by trial and error, see if you are able to correct you to imitate these sounds. Tu sais qu'on a eu un conférencier sur les neurones miroirs. Ah, perfect. C'est le contexte ici, je crois qu'ils connaissent. Vas-y. Très bien. Bah, ça tombe bien parce que chez les oiseaux, il y a aussi visiblement des neurones miroirs. Et du coup, donc, the idea is that here we have already different properties, different features, which are that we need actually to imitate this to have a sensory motor model that learns to adapt its gestures to imitate sounds. So that means that the perception is shaping the action. So you are changing your action to imitate, in particular, some sounds. But it also works the other way around. So to use non-gesture to recognize the sounds. So that means that action shapes perception. And so one good example of this is the evidence that we use the motor cortex, for example, to when there's a lot of noise to understand sentences. So you use the motor cortex to actually better trying to denoise the signal that you receive. So all in all, it means that you actually have to have perception action symbols or perceptual motor symbols. So they are not. Question, il y a une question, un instant. Oui. Does this model that you're working on takes into account the tone of the sounds that it's listening to? So for example, if a parent is given an order to a child to go somewhere, it would be different, even though it's the same sentence of that same adult telling their partner to bring them something. Although it might be the same sentence, it means different things. So, and it might change even the punctuation of the sentences itself. Does the model takes into account this? Is that what you mean by incremental? Like, does it learn with time how to do this, or is that No, by incremental, I mean that by incremental, I just mean that you are able to, for example, imitate the first sound of a canary, or the first sound of the Polish sentence I played you. You are able to by interacting with the environment, incrementally try to imitate this sound. So this is what I mean by incremental. So you are able to, by trial and error, try to reproduce this sound. This is the incremental fashion that I just. So it reproduces them without context, meaning regardless of how it's said, the tone of it. You understand? L'intonation is what I mean. Yes, yeah. So the prosody or intonation, so I don't use it so far in the model, but of course it's an important feature, and of course it will have to use it. But so different part of the model actually would have to use it and maybe not use it. So use it when it's relevant for the symbols, and don't use it when it's not relevant. So for example, in some languages it's relevant for the meaning, and some other language it's relevant just for maybe the emotional or prosodical aspect, but not in Thai language, for example, or Mandarin, it's important for the meaning. But so anyway, so it's a relevant question, but so far I'm not I'm not going so far into the details of the prosody.
So I continue. So then the second point is that the model can interact with the environment. So that means to produce the production of real sounds. And so that means that the model has to be robust. So that's another feature. And the last point that I just explained, it's the incremental feature by trial and error. So if you try to imitate sound, that means that it implies that you are able to remember the full stream of sounds. And as you saw, for example, for Polish or for the Canary sounds, it's difficult to do it if you are not an expert. And that's because you have limited working memory. You're just able to remember 4 to 7 elements in a sequence. So how could you deal with long sequences of sounds? Well, another strategy is to group information. So indeed, you can cut sounds into different parts like phonemes, but still your working memory will be limited to few phonemes, so to 4 or to 7 phonemes. So, but now we can be helped the fact that language is hierarchical. So that means that actually we have speech of sound that can be transformed to phoneme, to words, to sentences, to the meaning of sentences, and to the meaning in the context of several sentences. So the fact that language is hierarchical, that means that we can group these parts at different levels of hierarchy. And we can have actually chunks, which are a group of elements that occur often together. And thus, a chunk can be used as a new element. So the idea then, it would be to take this sensory motor model that we have, for example, to learn phonemes, to learn a small amount of sounds, small length of sounds, and then to make this hierarchical, to make several sensory motor model in a hierarchical fashion, from phoneme to words and so on. And so that's the idea, for example, of hierarchical chunk, or the chunk and pass mechanism proposed by Christensen and Chatter, for instance. And so the idea is that with the chunks, you are able to capture key elements of the sensory information. So it means that you are able to abstract the input by filtering out the details rather than just doing precise predictions of the input. It means that you are actually recording the input as a chunk as soon as possible and pass it to the next level. And so it means that sequences of chunks are recorded as a second chunk at a higher level. So this, for the intermediate summary, what we need is there's a model with limited working memory at a given abstraction level that is able to dynamically chunk continuous and noisy streams of sounds. Une recommandation pour le résumé intermédiaire, pourrais-tu faire ça en français plutôt? En français? Oui, très bien. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir justement un modèle qui est limité, qui a une mémoire de travail limitée, à un niveau d'abstraction défini, qui peut dynamiquement chunker, donc morceler, segmenter un flux de son continu et bruité, qui peut représenter justement les symboles à différents niveaux de hiérarchie, et qui va pouvoir laisser les symboles émerger, par exemple durant l'acquisition du langage. Comme ça, on est capable d'avoir un modèle qui est robuste et qui pourrait marcher pour différents langages, et pas d'avoir des symboles qui sont prédéfinis. Donc, c'était par exemple l'exemple pour les langues tonales comme le thaï, où il y aurait besoin justement d'inclure cette caractéristique qui est le ton. Question provocatrice. Qu'est-ce qui Oui. rend cette affaire? Ce que tu as décrit pour le chunk, c'était l'envergure. Disons, il y a une série d'objets, et puis on peut considérer au niveau d'un objet ou d'une série de 3 ou d'une série de 4, etc. Ça fait en sorte que le chunking serait tout simplement le regroupement. Et tu dis que c'est hiérarchique. En quoi est-ce que c'est hiérarchique? D'où viennent
ces niveaux de hiérarchie qui ne sont pas juste dans la longueur du stimulus. C'est ce que bah, je- l'idée, c'est que ça vient du fait que en tout cas, on sait que dans le langage, il y a ces différents niveaux le langage est hiérarchique et que du coup, on peut s'appuyer là-dessus pour imaginer comment le cerveau peut faire ce genre de choses et comment il peut justement représenter les chunks et essayer à chaque niveau de comprendre pour reconnaître par exemple un mot, on va se baser que sur les phonèmes et pas sur le son, pas sur le signal lui-même. C'est ça que je veux dire. Tu ne vois pas, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois dans un écran ou est-ce que je fais quelque chose avec Oui, oui, c'est bon. D'accord. Alors, voici une entrée étendue, n'est-ce pas? Et puis, je comprends les chunks comme étant les regroupements comme ça ou comme ça des éléments dans la série. Tout ça, ce n'est pas hiérarchique, c'est horizontal. Qu'est-ce qui en fait une hiérarchie comme tu as montré avec tes cercles tout à l'heure? Qu'est-ce qui donne des niveaux plutôt que juste des chunks, justement? Pas juste. C'était ambigu depuis le début, cette idée de chunking qui provient de Newell. D'accord? On peut penser à ça comme un pianiste qui joue des gammes et ensuite qui joue des arpèges et puis ensuite joue des groupes plus grands. Mais en musique, on n'a pas de hiérarchie comme ça. On a tout simplement le regroupement des éléments. On peut voir, ça dépend à quel niveau, parce que par exemple, si on prend une grille de blues, on peut voir qu'il y a par exemple 12 mesures avec chaque mesure où il y a un accord. Et après, si on va dans chaque mesure, on peut voir qu'on peut faire différents types de notes, mais que dans cette mesure-là, toutes les notes ne sont pas autorisées, par exemple. Donc, c'est en cela où, en fait, on peut voir, c'est un peu... on peut voir un temps à différents niveaux de zoom. Est-ce que c'est les contraintes dont tu parles quand tu parles des niveaux de hiérarchie, c'est-à-dire que les canaris n'ont pas de sémantique, par exemple. Donc, il n'y a pas de contrainte pour le sens sémantique verbal, disons, pour les canaris. Il y en a peut-être pour ce qui a le droit de succéder à quoi? Oui. C'est des choses de ce genre-là. Pour le canari, oui, clairement. Pour le canari, il y a des dépendances à long terme. Donc, il y a des dépendances qu'on n'est pas capable d'exprimer sous forme de chaîne de Markov d'un faible niveau. On est obligé d'avoir beaucoup de mémoire pour modéliser. C'est bon. Et il y a une question ici. Peut-être, je voudrais essayer de participer à ça. Est-ce qu'on pourrait justement définir cette hiérarchie comme étant les différents paliers d'abstraction qui sont nécessaires pour passer d'une strate à l'autre dans le... on a vu les cercles. Oui, oui, oui. Okay. Oui, c'est ça. Non, mais il faut pas... Quand je dis hiérarchique, je ne dis pas que je veux représenter le langage sous forme d'arbre, par exemple. Je dis juste que on peut se servir, on peut justement utiliser comme ce que vient de dire, je ne sais pas qui parlait, mais la personne, justement, on peut se servir de ça pour arriver à traiter en fait des stimulus qui sont longs, juste avoir différents niveaux d'abstraction. En fait, c'est juste ça. Le palier d'abstraction. Okay. Merci, excuse pour les interruptions. J'avais manqué de demander, comme je demande à tous les conférenciers, est-ce que vous me permettez d'interrompre et les écouteurs aussi? Est-ce que tu préfères parler sans interruption? Non, c'est très bien. OK. Après, il faudra me dire combien de temps il me reste parce que ça peut être long. C'est pas si officiel que ça. On peut prendre un peu plus de temps. D'accord, continue. OK. Alors, j'en ai... OK, so and the last strategy that you can do is actually understand the full stream of sounds that I play to you. So it means that you can produce the full sequence of sound to convey actually the meaning
that you remember. And that's what did the first candidate for English. He remembered just the meaning and just output back the continuous stream of sound just because he understood the meaning. But the thing is that for this, to understand the meaning, and that's where the grounding comes in, you actually need to link these perceptuomotor symbols that I talked earlier with other modalities like vision, touch, and so on. And so for this, you need the grounding. And so, for example, if you want to ground this pipe, so the written word or the sounds of pipe, then you would actually have to you will link it to mental association or representation with the smell, with the fact of manipulating the pipe, with the action actually to do it, and the touch and so on. So this is how a pipe and stream of sounds will have actually a real meaning for you, and not just a link to fire or whatever, not just symbolic link with other things that are close to pipe in the context. And so, of course, the idea is that so in order to make this grounding, we need sensors and effectors. So the captor and the effector, and we need to actually do this at different levels of this hierarchy, because of course it can depend, it can influence actually. So for example, if you just think of the McGurk effect, the fact that if you play some ambiguous sound but with some movement of my lips, then you will hear sounds that are more coherent with what I do with my lips, even if it's ambiguous. Ok, so le résumé intermédiaire en français. Donc, la troisième stratégie pour comprendre, c'est ce que j'ai développé. Et donc, c'est de pouvoir avoir justement ces symboles perceptuomoteurs qui peuvent émerger de façon hiérarchique, de les ancrer dans le monde réel en liant ça avec différentes modalités comme le toucher, la vision, le sensorimoteur, etc. Et avoir ça, évidemment, à différents niveaux de hiérarchie pour avoir différents niveaux de représentation. Alors, so which kind of frameworks can satisfy these features? So I'm not going to, so there's a lot of models that have been done since a lot of time on language, so I'm not going to review all of them. So there are a lot of interesting models, in particular neurocomputational models. But I would just focus on what I mainly work on, and I think that could be actually used as a model for language, which is reservoir computing. And so reservoir computing is the idea that you have a recurrent neural network. So it means that you have some inputs, some recurrent weights, and some outputs, and you are not going to train the whole network, but just the output. So how it goes into details, it means that, for example, if you try to learn who has said this sentence, the bike is blue, well, you have this input, you have the different words that are linked randomly to a recurrent layer, so this recurrent layer is called the reservoir. And then you connect this to the output layer. And while you process the sounds, the words at this stage sequentially, so to understand actually how the brain can represent this in a temporal fashion, sorry. My mouse is sensitive. So actually what you're doing, what is doing this reservoir, even though it's recurrent and random, is going to represent dynamically a memory of the sentence. And then what you can do is just activate the correct answer. So Jean said this sentence, and reinforce the connections with this neuron to the next time to have this have the same answer, or and so on and so on. And so an important point
of reservoir computing, so it may seem weird to keep random connections, but the idea is that randomness is not a constraint. It's more like you have no prior on the connectivity of your model, and you don't need to have a strong prior on it. You just need to have scaling parameters for this matrix. And which is interesting is that with this framework, you don't need to unfold time with the backpropagation algorithm through time, like other classical recurrent neural networks. And so the idea, if you know what a temporal SVM, so support vector machine, is that actually the reservoir is similar to a temporal SVM, a support vector machine temporal. So the idea is that in SVM, you start from a small input space in which your problem is non-linearly separable. You cannot separate with a line the blue dots and the red dots. But if you project this into a higher dimensional space, then you are able to find a happy plane that is able to separate the blue dots from the red dots. So that's the same idea with the regression that you have in output. So quickly, just why this name of reservoir computing? Question. Réservoir calcul. Une question. Oui. Vas-y. Question. You said that basically you don't have to do la rétropropagation arrière because of the randomness. Can you please elaborate a bit on that? Why don't you have to do that rétropropagation arrière? Because you just have one layer to do it. You just have to do it for one layer, so from the output to the reservoir. So you don't have to do it for several layers. You don't do it through time. That's why you don't do it. You don't need to retropropagate. You don't do it on the recurrent weights. You just do it from the output layer. Thank you. Okay. And so why this name? So the reservoir, as I said, is the recurrent layer. The readout is the output layer, and you will see why it's called readout. And so it comes from the fact that you have a lot of input combinations that are made inside the recurrent layer. So thanks to the random prediction, sorry. And so actually the reservoir is literally a reservoir of computation, a reservoir calculation, so reservoir computing. And which is important is that it's a reservoir of nonlinear computation. So it's rich representations, rich temporal representation of your inputs. And once you have this, you just actually need to have a output layer that actually linearly decodes or readouts the combinations that are useful for your problem or your task. So it means to have just to map linearly some of the activity that is inside here to the correct values you want in output. So that's why you just need to do it linearly, because actually the reservoir inside is already has rich nonlinear representations. Should I do it in French or it's fine? Someone has the questions on the principle. Disons en français pour les est-ce que ça c'est un résumé que tu fais? C'est un résumé rapide des intuitions sur ce qu'est le réservoir computing. Oui, plutôt en français. Comme je vois les têtes ici, ils sont plus alertes quand c'est en français. D'accord. Donc du coup, l'idée c'est que le réservoir c'est le réseau récurrent, le readout c'est la couche de sortie. Et du coup, en fait, ce qu'on a ici, c'est qu'on a beaucoup de... En fait, vu qu'on a un réseau récurrent, on peut prendre un réseau récurrent qui est de grande taille parce qu'on n'a pas... Un réseau récurrent aléatoire, pardon. On peut le prendre de grande taille parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre les poids à l'intérieur. Donc, on peut facilement simuler sur son ordinateur un réservoir de 1000 neurones. Ça prend très peu de temps. Et du coup, l'idée, c'est qu'avec ces 1000 neurones, on va avoir justement beaucoup de recombinaisons. En fait, on va avoir plein de combinaisons. Et ce qu'on va juste avoir besoin de faire pour la sortie, c'est de sélectionner quelles sont les combinaisons des entrées qui nous intéressent, en fait. Quelles sont les activités qui sont intéressantes
pour résoudre notre problème. Et d'ailleurs, un truc que je n'ai pas dit en français, c'est que, vous voyez ici, c'est qu'en fait, toutes les sorties, elles peuvent être indépendantes, et comme c'est juste une régression linéaire, et qu'il n'y a pas d'apprentissage ici, mais en fait, on peut, même une fois que le réservoir a appris ces deux sorties, on va pouvoir rajouter des sorties à la suite pour faire d'autres tâches, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant de mon point de vue pour comprendre le cerveau, c'est que une aire du cerveau ou un module, une colonne corticale ou whatever, ça peut très bien être utilisé par différentes d'autres aires du cerveau et même si ça n'a pas été prédéfini à la base. Voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui a une question. Oui, peut-être moi, Jean-Guy Meunier. C'est pour Excuse, comprendre vas-y. le lien entre... Vous m'entendez, oui? Oui. Oui, c'est faire le lien avec la hiérarchie de tantôt. Si je comprends bien, le problème auquel on est confronté, c'est un système dynamique, mais qui est en parallèle. C'est-à-dire, il y a plusieurs informations qui input en même temps. Oui. À ce que vous appelez les hiérarchies. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes Là, il n'y a sensible. pas de hiérarchie. Hein. Là, il n'y a pas de Non, hiérarchie. pas ici, mais tantôt les hiérarchies dont vous parliez dans l'input, il y a le niveau du phonème, le niveau du texte, le niveau de l'argumentation, etc. Tout rentre en même temps, ce qui pose le problème. Et ici, si je comprends bien, ce n'est pas un réseau de neurones comme tel, ce sont des modules qui vont traiter de façon séparée ces intrants-là, qui sont à différents niveaux, ils sont parallèles. Les inputs ici sont des inputs qui rentrent en parallèle et qui doivent être traités, c'est ce que je comprends, par différents modules selon les besoins. Là, c'est pas. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par module, mais là, c'est vraiment un réseau de neurones récurrent. C'est un réseau de neurones simple. Ce ne sont pas des modules. Non, c'est un réseau récurrent. Et chacun va traiter des sections, pas des sections, des inputs particuliers, d'après les flèches. Non, c'est tout lié. En fait, le réservoir lui-même, il peut simuler un système dynamique. Donc, c'est lui-même, on peut extrapoler en disant que c'est lui-même un système dynamique, un système dynamique avec des entrées, donc ce qui est un système dynamique particulier, mais elles ne sont pas traitées de façon indépendante, elles sont combinées. Ça, c'est pour comprendre comment c'est fait. Dans le réservoir, ce n'est pas vraiment fait de façon indépendante. Il va falloir plusieurs réservoirs si on veut faire des choses de façon indépendante. C'est parce que ici, les flèches, voyez-vous, dans l'input, vous avez l'input, le premier en haut, il donne des intrants à deux modules, deux réseaux. Ouais. C'est pas dans ce sens-là que je voyais ça, c'est des modules, et ceux en bas donnent des intrants. Oui, non, mais là, il n'y a que quelques neurones qui sont dessinés, mais sinon, il faut plus imaginer qu'il y a, par exemple, des milliers de neurones à l'intérieur. C'est juste qu'il n'y a pas... Mais est-ce que les inputs sont orientés vers des modules, pas des modules, mais des réseaux récurrents spécifiques? Non. C'est au hasard, ils vont choisir. Ça, c'est aléatoire et éparse. OK. Random and sparse. D'accord, merci. Alors, justement, juste très rapidement, mais un peu plus formellement, so very quickly, and so these are the formal equation of the reservoir, so it's quite simple. So what you need is so if you have three vectors, so the input U, the activity of the reservoir X, and the outputs Y, you're actually dealing with, and we have only three matrices, the input matrix, the recurrent matrix, and the output matrix. And to talk about the state X of the reservoir, it's just forget about this for a moment, and we just look at this in the simple version. It would be just the inputs by the input matrix plus the output at the previous time step by the recurrent way. So it means the input from the other neurons, from the other recurrent neurons here. And all this, you put it through a nonlinear function. So usually we use hyperbolic tangent, tanh. And all this is the main part of the reservoir. So it's very simple. And then what we just add is to an alpha, which is the leak rate.
and which is the inverse of a time constant. It's just to add some kind of inertia to the system. If it's needed, depending on what kind of dynamics we need, we can change this parameter to influence the dynamics and at what granularity we want the memory to work. And so for the readout, as I said, it's linear. So here we don't have any F function. It's just the activity of the reservoir by the output matrix, and you just have the output. And you only train, as I said, the W out, which is the output layer. And usually we use actually a ridge regression, which is regular version of the linear regression. And so what is interesting is that actually this training of W out can be done offline and online. For example, with recursively squared, l'algorithme des moindres carrés récursifs. And so just to be clear on what I mean by offline and online. So offline means that you remember some kind of input at some point, then you stop, you do the linear regression, and then you try to predict, for example, the signal. And if you are online, you are learning all the time to, for example, predict the signal and changing step by step the output of the matrix. So do you have questions, or I jump to the summary in French, please? I think you can jump to the summary in French. OK. Donc, le résumé du réservoir en français, c'est que c'est intéressant parce que justement, ça peut traiter des séries temporelles et des séquences de façon dynamique, de façon intrinsèque. Ça peut être entraîné de façon robuste à résister à des perturbations. Donc ça, si on a le temps, je pourrais vous montrer ça dans les contributions. Et que ça peut être entraîné de façon offline et online, comme ce que je viens de dire. Donc, le côté online, ça nous intéresse pour ce qu'on veut faire parce que c'est incrémental. Et aussi, ça peut être rassemblé en des architectures qui sont div ou hiérarchiques. Donc, pour justement, ce qui nous intéresse aussi, le côté hiérarchique du modèle dont on veut faire. Voilà. Et donc, l'idée, en fait, dans plusieurs decades, donc de General... Une question. Yes. Je vais en français. OK. Alpha, l'inertie, je n'ai pas bien compris si ça servait à ajuster la granularité de l'activité ou l'interaction avec l'écosystème extérieur. Oui, non, mais j'ai pas de granularité au niveau temporel, c'est à quel point on... c'est granularité, c'est l'idée, mais c'est effectivement plus ce que vous dites, c'est l'idée de comment, c'est une idée de condensateur, à quel point, quelle proportion d'entrée on prend par rapport à ce qu'on se souvient des étapes précédentes. En fait. OK, donc c'est vraiment le déclenchement de la fonction. C'est comme si chaque neurone était un condensateur, en fait, okay. Et à quel point il se souvient de son état précédent et à quel point il prend des nouvelles entrées, en fait. C'est comment chaque neurone va se charger et se décharger, en fait. C'est à quelle vitesse il va se charger ou se décharger. C'est ça que fait ce paramètre-là, alpha. Si. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que l'idée de ce projet, qui va prendre des décennies, ou moins on espère, c'est justement d'arriver à avoir justement tous ces modèles sensorimoteurs à différents niveaux et de lier ça avec le côté multimodal et le côté aussi production pour la compréhension et la production du langage, du coup avec ces différentes caractéristiques. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais commencer dans les contributions. Donc du coup, à vous de me dire combien de temps je vais passer, mais je vais peut-être essayer de passer assez vite. So now I will present the contribution and just maybe go a bit quickly, and if you want to stop me, otherwise I think it will take a bit too much time. And so the idea is that so I divided this project into different parts, and so now I will zoom on different parts that are already done, and partially for some of them. And for example, I will focus on the work
first that we did with my postdoc, Luca Pedrelli, was with us two years ago. And the idea is that, so we take a difficult but famous data set, which is the TIMIJ data set, so it's a speech recognition corpus. And I say that it's difficult because you have a lot of speakers and each speaker only give 10 sentences. And so it's a lot of different speakers from different parts of the US. And so it's, yeah, you have to have a robust recognition for this. And the idea, Xavier, concernant la chronométrie, juste pour que tu comprennes, puisque tu as accepté les questions le long de ta conférence, tu as beaucoup plus de temps. Il est maintenant quoi, 5 heures là, 5h15? D'accord, tu as jusqu'à 6 heures en principe. D'accord, bah, peut-être que j'aurai peut-être le temps de tout dire alors. Ok, vas-y. Super, merci. Et donc, so yeah, the idea here is to have we call it hierarchical task reservoir, and you will see why. So the idea is to have this processing of symbol at all levels at once. So to have what I presented in the introduction, to have these different level of symbols at different level of hierarchy, different level of abstraction. And so, for example, we have this sentence in the corpus, don't ask me to carry an holy rag like that. And first, so we will give these sounds as the spectral representation of these sounds. So the MFCC is for the male frequency caption coefficient. So it just, if you want, it's just a way similar way to represent what I've shown you previously, so the spectrogram, but in a log scale, which is said to be more closer to what we perceive, human perceives. And just, so we have the different spectral component of the signal. Then we input them into a first reservoir that we train in a supervised way to output the phonemes. And so this is the output when you give this as input to the first reservoir. So you can see that it's able to recognize some phonemes. Sometimes it's a bit blurry, but it seems that it's recognized several phonemes. So I won't read them because it's a bit too difficult. And then we plug another reservoir that we train, and we train it to take this input, so the phoneme recognized by the first reservoir, and to predict what are the corresponding words. And so you can see that here it's a bit better. We have a bit less confused activity, which is actually a bit higher. And so you can see that, and actually we don't, for this task, yeah, maybe it's too much detail, but it's just that OV, it's for out of vocabulary words. And it means that it's not one of the top 50 words that we have in our vocabulary. So it's just representing as, okay, that's not so frequent word in this corpus. And so, but this is just this experiment. Of course, we did other experiment with word embeddings like word2vec and so on. So it's also work, but I like this one. Yeah, you will see why. It's because then when we train a third reservoir to take this sequence of words and to predict the word category, for example, then we have much higher activities, close to 1. So what is the target? And we actually have clearly recognized all the correct part of speech, donc les catégories lexicales en français. And the idea is that why I found this out of vocabulary words, so des mots qui sont hors du vocabulaire ici, c'est qu'en fait, even if this last reservoir has this out of vocabulary word in input, here it recognizes that it's actually an auxiliary, which is at this time. So it means that actually when you're pulling different reservoirs, the last layers can actually correct errors that were made by the first one. And actually you can see this here, that here it doesn't seem that the system is working, if you want to be mean, but actually still the other reservoirs are able to extract the information. So the information is, some information is present here. I would repeat here, Professor Meunier's question about modularity. I mean, are these reservoirs independent modules? So I will say first, yes, they are partly independent because
actually, the first one is independent for the two others because we don't have feedback so far. But of course, the last one is dependent of the first ones. So it's I can answer yes and no to your question. Jean-Guy, à ton tour, vas-y. Oui, est-ce que le traitement est parallèle en même temps ou il y a interdépendance dans le temps? C'est-à-dire, le premier fait son travail, le deuxième attend le résultat du premier, etc., ou tout se fait en parallèle, puis en interaction à l'après? Ah ben, c'est une parfaite question parce que c'est justement que tout est fait en même temps et c'est justement quelque chose qui nous intéresse, c'est de vraiment avoir ce modèle qui est online et d'avoir cette capacité anytime. Ça, désolé, je ne sais pas comment on traduit en français, mais c'est l'idée qu'il y a justement, on peut lire, par exemple, au pas de temps 100, on peut déjà avoir une réponse que ah ben, les premiers mots, ça a été le déterminant, l'auxiliaire, le verbe, le nom, etc., etc. Et on a toutes ces informations, même si on n'a pas traité la fin de la séquence. Et alors, il y a autonomie, mais ce que vous avez dit, c'est que certaines informations du niveau 4 vont intervenir, vont venir clarifier ce qui était une erreur au premier niveau. Oui. Bah, après, c'est une erreur ou c'est une ambiguïté en tout cas. Oui, je comprends. C'est en ce sens que c'est parallèle et ça va avancer dans le temps. Voilà, et du coup, l'idée là, c'est que on n'attend pas le début, on n'attend pas la fin en fait du premier traitement, du premier réservoir. On ne va pas reconnaître d'abord tous les phonèmes pour ensuite reconnaître tous les mots, pour ensuite reconnaître toutes les catégories lexicales. On va reconnaître tout d'un coup, et c'est comme ça que notre cerveau fait. Alors que si on regarde par exemple ce que font, comment sont faits beaucoup de modèles de langage, par exemple les transformers, ils prennent tout un bloc d'un coup en général, ils prennent toute la phrase ou même tout un texte d'un coup pour comprendre le texte, ce qui n'est pas du tout ce que fait notre cerveau. Donc pour comprendre notre cerveau, on a besoin d'autre chose que des transformers. Traditionnellement, dans le traitement du langage, on fait ça par étapes. On fait le premier niveau, si on passe au deuxième. Là, vous proposez de faire ça en parallèle. C'est intéressant. Merci. Merci. And so what I did not say, actually, and do not show because otherwise it's be too blurry, is that we also have another layer. So you can see the paper where we add actually the semantic role labels of the system. But the problem is that when you have the semantic role label, you have this different role depending on different verbs of the sentence. So actually we have a lot of plots for this, so it cannot stay. It's not so clear if we look at it in details and just one slide. Okay, but just it's also work like this. So donc le résumé en français de ces réservoirs tâches hiérarchiques, le résumé. Donc, on est capable d'avoir un système qui traite un flux d'entrée dynamiquement et hiérarchiquement, donc en parallèle, comme ce qui a été dit, donc en parallèle pour les différents niveaux d'abstraction, de représenter tous ces niveaux de symboles en même temps et à n'importe quel point du temps, donc c'est la propriété anytime. Et c'est robuste au bruit à différents niveaux de hiérarchie, puisqu'on voit que ça marche pour timide, qu'il y a différentes façons de prononcer les mots ou de différentes intonations, et que même si c'est ambigu à un niveau des phonèmes, on est capable de reconnaître les mots à la fin. Donc, on a effectivement ces différentes propriétés ici. Donc ensuite, s'il n'y a pas de questions, je vais passer de ce travail au travail sur le vocal sensorimotor model learning and switch back to English. And so this is work that was done with my PhD sorry, I'm starting to be tired, to PhD candidate Silvia Palani, who defended 2 years ago, and who was co-supervised with Arthur Lebois, who is a neurobiologist in the lab and neurotheoretician also, and with the help of Nathan Trouvin, who was master and engineer in the team at the time. So the idea is to... Xavier, tes diapos sont en anglais, tu es fatigué, parle français. Pardon, je n'ai pas compris. J'ai dit, tes diapos sont déjà en anglais. Donc, pour les spectateurs qui ne parlent pas français, ils vont voir les diapos. Toi, tu peux parler, puisque tu peux parler
en français maintenant parce que tu es un peu fatigué. Là? I'm not used to speaking French, so but the idea, and so yeah, but thank you. If I'm too tired, I will switch to French. Okay. Thank you for the proposition. So the idea is that actually why we're interested into birds is because actually birds and human babies, they have a different period of development throughout, for example, the first year. And they both have the perception and production specific phases. And so they both, so we're not going to look into details, but they both have sensory learning parts and some kind of babbling parts, which is called subsong for the bird, and where they are trying, for example, to imitate different parts. And in this sensory phase, they have kind of learned what are the features of this. So if you're interested, we made a review on different sensory motor model in Pagliarini and with Arthur, and if you're interested. And so the idea is that I go back to this idea of sensory motor model. And the idea of the study I will present you is to actually have a minimal complete sensory motor model, creating real qualitative sounds. So to just have these three spaces here, and to have a low dimensional motor layer, because we think that actually from the bird it's probable that actually the representation does just only need to be low dimensional. We need to have high dimensional representation. And even if we have a high dimensional perceptual layer. So this is the data set we use. So it's 16,000 syllables from an adult canary. So you can see here the different average of the spectrograms, so the time frequency representations of the different syllables. So and we actually selected just 16 syllables, for which we had enough samples, so 1,000 samples in average. And so here you can see a UMAP. So I'm not sure if you're familiar with it. It's just a representation, dimension reduction representation based on the spectrogram we give it. And you can see, just to show that actually the dataset, you can see clear clusters. And even if some syllables are really difficult to distinguish because they are very similar like this ones, or very similar like this ones. Actually, they may change just in fast repetition of how the canary is doing fast repetitions. Okay, so given this data set, we will first, so remember the idea is to build a full vocal sensory motor model. And so first we go from the sounds to the perceptual space. And for this, we use a reservoir to model this sensory response function. And so for this, that we call the canary decoder. And actually, it's the implementation itself of this reservoir. It's an echo-state network, so ESN. And it's just an instance of reservoir which has average flying weight. So that's actually the equations. Donc là, c'est simplement la même chose. Un ESN, un réservoir, c'est synonyme. Il n'y a pas de différence dans ce que je présente. Parce qu'il peut y avoir aussi des réservoirs qui sont spiking, qui sont à potentiel d'action. So what we do is, so we input frame by frame the signal, so the same, the MFCC as we had before for the previous contribution. So it's about 10 milliseconds each frame. And then the reservoir has to give one of these 16 labels. And it actually is able to do it very accurately, like 95%. So we have a paper on this. So it's actually, if you're interested on the paper, it's actually doing as good as the LSTM and slightly better and with much less computational power. But I can talk this with the library that we developed. And so it's able to recognize these sounds. So that's good. So now we have this perceptual layer. We're able to to segment these different syllables. And then we want to be able, from the motor
representation, so the motor configuration of the muscles to produce sound. So how do we do this motor control function? So there exist different kind of models for like physical models to produce sounds, but they were not developed enough to have the variety of sounds that we have in our corpus. So actually we did train actually a GAN, so a generative adversarial network. So quickly, what is a GAN? A GAN is a couple of networks. So the first network is a discriminator, which you give, which has to differentiate between real sounds and generated sounds. So the aim of the first network is so it's a neural network. It's to say, oh, this is a real sound or this is a generated sound. And the aim of the other network is to generate sounds given a latent space. And at the beginning, it's random representation. And so by training this GAN, actually, the network is trained they are both going better and better. And so in the end, the generator is able to produce very similar sounds that were in the dataset given this latent space. And what we did in particular here is usually GANs have 100 dimensions for the latent space, and we reduce it to 3 dimensions to have our lower dimensional space. Okay, so now I will do a little another test. So that's a bit your turn so I can rest a bit. So you have to tell me, you have to vote. So be prepared to vote which of these sounds are real and which of these sounds are fake. And please don't pay attention to the repetition of the syllables because they were just copy and paste at different repetition rates. So the repetition rate is not relevant. And I hope you will listen to them. And if not, I try to change my configuration of the Zoom. Can you hear the sound? No? Ah. Donc, vous ne pouvez pas entendre les sons. Non, je vais essayer ça en coupant le son d'ici. Essayez encore. Je réduis aussi le niveau du bruit. Alors, on va voir si ça marche. Est-ce que ça marche là? Oui, c'est parfait. Qu'est-ce qui a changé? Bah moi, j'ai changé juste le niveau de réduction du bruit. En fait, il faut le mettre en niveau bas, sinon il prend ça comme du... Mais je l'ai fait de mon côté, c'est de mon côté du Zoom. Mais la question est quoi? Maintenant, on l'a entendu. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec? Alors, ça, c'était le premier son. Donc, il faut savoir, est-ce que ce son-là, est-ce que c'est des sons générés ou est-ce que c'est des sons réels du canal? Donc, ceux qui pensent que c'est des sons générés, levez la main. On entend le deuxième. Est-ce qu'on peut refaire et puis ensuite je demande à ce qu'il lève la main. Ah, je rejoue le son? Oui. Ah, mince. Donc, voici le son. Donc, vous pouvez lever la main pendant que c'est le son si vous pensez que c'est un son qui est généré. Real or is it généré? Généré. Tout le monde dit généré. Ok, donc je vais passer au deuxième son. Donc la répétition n'est pas importante. Hein. Deuxième qui est généré, le premier il est réel. Le premier est réel, vous dites, et le deuxième était synthétique. Jean-Guy, tu veux dire quoi? Qui pense Non, que ça va. Ok, est-ce qu'on a raison? Une minute, j'ai répété. Il y a plusieurs personnes ici qui ne sont pas d'accord. C'est difficile de rapporter ça. Bah, c'est très bien si les gens ne sont pas d'accord. C'est le but. Donc ça veut dire qu'on a fait un modèle qui est capable de produire des sons, des bons sons. Donc là, si vous regardez, là vous avez juste les spectrogrammes et en regardant les spectrogrammes, c'est difficile de savoir, même s'il y a peut-être certains indices que vous pouvez repérer. Et
donc les premiers sons, the first sound were the real ones, and the second sounds were the generated ones. So you can see that actually the GAN is able to produce really qualitative sounds and not just actually the spectrogram, so the full sounds, which is what we aim for. And what... Monsieur le professeur, je rapporte que dans la salle, le taux de erreur était de 80%. Ok, très bien. Merci pour le comptage. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire, en fait, avec ce GAN qui a 3 dimensions, enfin, en tout cas, ce générateur du GAN qui a 3 dimensions pour générer les sons, on peut explorer continuellement l'espace. So with this GAN which has 3 dimensions, we can explore the different space. For example, here we change one component, and we see that we can continuously change the sounds that we produce. And for example, if we look back to this UMAP representation, but now with the sounds that are generated, you can see actually that the sound, you have more links with the cluster, because actually the GAN is making some kind of intermediate representation between the sounds of the dataset, which is also what we wanted. Okay, so we have a sensory response function, the reservoir, and a motor control function, which is low dimensional. And now, to complete this full sensory motor model, we need to have to map this perceptual layer to the motor layer. So it means to learn an inverse model. So to learn from the perceptual representation. For example, I want to produce syllable B. What is the motor configuration that I need to do to produce this syllable B? And so for this, to see if it works, we tested with the simplest network that we can use, so a simple layer network with one input and just one output layer, no hidden layer, and with a simple Hebbian learning rule, so which only depends on the motor activity and the auditory activity, or the perceptual activity. And this is the change of the weight just depends on the motor and the perceptual activity. And so I'm going to show you how the model is learning for one for example, for one neuron of the perceptual space, which is called the syllable R. And I'm going to show you also the coordinates of the motor space. So this is different from the UMAP that you see. It's the 3-dimension space of the motor coordinates. And so this is a slice, une coupe of the 3 motor space that you can see, and the different dots with different colors represent the sounds that are classified by the reservoir actually. So, for example, the pink one is the V, and so on and so forth. And you can see that actually, if we start at the beginning, we start at the origin, and the model is actually not doing the correct syllable. So we run it again. It's learning by trial and error. So actually, what I didn't say again, but the model is able to do this because we are able to, for one syllable, we produce, so it randomly produces sounds, and then it's linking this like this. And we know if we reactivate the perceptual layer, which kind of sound it can produce. So that's what we do here. So if we reactivate the syllable R at this point, then it's producing this syllable. Then after 500 iteration, it's producing another syllable. Then after 1,000 iteration, it's producing this syllable. And in the end, it's producing the correct syllable, which is syllable R, and which actually has a variability, even in the dataset, that it can be long or short. So that's also a good feature of the model. And of course, the model is not only able to learn this syllable R, but to learn different kind of syllables. So these are the mean spectrograms that used
donc les spectrogrammes moyens qui ont été générés par ce modèle. And what you can see is that actually the only two syllables are not able to be reproduced. This is because you have this intermingled space of the sound. Donc le fait que vraiment la représentation dans cet espace de certaines syllabes sont plus compliquées pour apprendre avec juste un apprentissage hébien. So it's just the Hebbian learning that is not powerful enough to learn all the syllables. But otherwise, just with this simple algorithm, we're able to learn this, which is kind of interesting because it's an unsupervised algorithm. Ok, so now le résumé en français. Donc pour le modèle sensorimoteur vocal, donc ce qu'on a, c'est qu'on a justement ce modèle qui est capable d'apprendre incrémentalement avec une règle d'apprentissage non supervisée pour apprendre la plupart des syllabes et qui est capable de générer et de traiter des sons réels. Donc du coup, on a justement cette interaction avec l'environnement, cette perception action loop, des sons de qualité, et on est capable du coup de gérer des sons réels, donc en lien avec le monde qui est bruité et continu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur cette partie-là? Vas-y, vas-y. Oui, juste une question. Si je reprends votre belle analogie dans une autre vidéo, là où vous parlez des prédictions de poissons dans un lac, et je pose ma première question par rapport à la prédiction en lien avec la robustesse du système, et je vous pose la première question, c'est de savoir comment vous avez mesuré cette robustesse. Est-ce que c'est avec les autres, on va dire, d'autres algorithmes? Et la deuxième question, si on n'a pas de bruit par rapport à la robustesse, est-ce qu'on perd dans la précision? Et troisième petite question, pour l'analogie, est-ce qu'on peut expliquer à l'expert comment on a prédit tel poisson que d'autres? Du coup, pour la question sur le bruit, je suis pas sûr. Enfin, en fait, le bruit, ce qu'on peut voir, c'est pas. Enfin, le fait que c'est robuste, par exemple, on le voit très bien à ce niveau-là. C'est-à-dire la reconnaissance du réservoir, par exemple, on peut voir en fait, on va être capable de classifier n'importe quel son qui est créé. Donc comme bon, mauvais. Et en vrai, ce qu'on a ajouté, c'est une catégorie entre guillemets additionnelle qui serait, ah ben c'est ni une syllabe, c'est pas une syllabe du jeu de données, et c'est en fait ce qu'on voit, c'est des syllabes qui sont générées de façon intermédiaire. C'est des syllabes blanches ici. Donc ça, c'est des syllabes entre guillemets qui ont été classifiées comme X, c'est-à-dire c'est des sons qui ont été générés intermédiaires. Donc là, le niveau bruité, on l'a parce on est capable, en fait, en prenant n'importe quel point dans cet espace, de générer un son et de classifier ce son. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à la question. Et après, pour le côté expert poisson, je pense que c'est peut-être un peu compliqué. Enfin, il faudrait que je reprenne toute la métaphore, et je ne sais pas si c'est... Parce que du coup, les autres gens n'ont pas forcément Ok. accès, ou peut-être la reformuler de façon sans le... Mais je reviens quand même à la précision. Est-ce qu'on perd de la précision en comparant à tout ce qui est réseau neurones classique? Est-ce qu'on perd la précision? Oui, dans la prédiction. Je ne suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'on perdrait comme précision. Par exemple, quand on va faire la prédiction avec le modèle, oui, on a dit que c'est robuste. Il y a pas ça, non? Oui, Que le réservoir est capable de reconnaître. Mais la prédiction, est-ce qu'elle reste précise quand même, et on a une bonne précision de prédiction? Ah bah en fait, on n'est pas. En fait, on a fait ça parce qu'on avait pour d'autres raisons aussi, parce que j'ai des collaborateurs à Paris Sud qui ont besoin en fait d'étiqueter des chants de canaries, même des collègues ici, mais sur des diamants mandarins, donc d'autres oiseaux. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'algorithmes qui sont capables de faire ça. En fait, on peut en essayer DTW, Dynamic Time Warping, et de nos tests, c'est moins précis que ce qu'on arrive à obtenir. Donc en fait, la question se pose pas parce qu'on n'arrive pas à obtenir de meilleurs résultats pour l'instant que ce qu'on a obtenu avec le réservoir. Ok, merci. Voilà.
Oui, j'avais pas compris la question. Voilà. Et du coup, donc, si ça vous intéresse, il y a tous les données qui sont, les différents modèles qui sont disponibles en ligne. Le dataset aussi, donc 450 champs disponibles et étiquetés. Si vous voulez justement tester différents types de modèles, différents types de classification, on sera intéressé. Et différents modèles. Pierre, tu as Une question. Oui, en fait, je voudrais savoir comment vous composez le réservoir. Est-ce que tous les nodes du réservoir sont identiques, au moins en fonctionnalité? Ici, dans ce modèle-là, je reviens sur ici. Oui. Ah, là, tous les nœuds, oui, ils sont équivalents. Ouais. Équivalents, mais avec des paramètres différents? Ah bah, ils ont juste des poids différents. En fait, ce qui change juste, c'est ils vont pas tous être connectés de la même façon aux autres, mais c'est les mêmes neurones, ils ont la même constante de temps ou le même leak rate. Donc ça change pas. D'accord. Et les constantes de temps et tout ça, c'est donné à partir des mêmes constantes de temps. Ouais. Vous Mais là, on n'a n'avez pas vous n'avez pas différents niveaux de fréquence? Non. Mais alors là, pour la fréquence, on donne cette sorte de spectrogramme, les MFCC. On donne déjà les différents niveaux de fréquence ici. Mais on donne 10 millisecondes par 10 millisecondes. On donne la moyenne de kind of moving average, une sorte de moyenne glissante sur les fréquences en fait. D'accord. Et ici, quand vous montrez les outputs A jusqu'à V, là, est-ce que vous faites un training sur le réservoir en répétant plusieurs fois le même son? Ah oui, il y a plusieurs. Oui, on apprend sur plein de sons différents. Oui, là ce qu'on a appris, c'était sur combien? Enfin, là, pour ce jeu de données, on apprend avec 16 000, mais on peut apprendre avec beaucoup moins. En général, on peut apprendre avec 10 000. Alors déjà, peut-être qu'une part de la question, c'est est-ce que c'est un apprentissage supervisé? Ou donc oui, c'est un apprentissage supervisé. Et deuxième question, on peut apprendre avec beaucoup de données ou avec peu de données. Là, on a appris avec 16 000 syllabes, donc c'est beaucoup. Mais on peut apprendre avec une cinquantaine de champs ou moins, ou trentaine de champs. Ça commence à passer. Il faut juste qu'il y ait toutes les syllabes qui soient dans le jeu d'entraînement. D'accord. Et quand vous changez dans la hiérarchie, c'est-à-dire le premier réservoir a une certaine fréquence, ou peut-être je n'utilise pas le bon terme quand je dis fréquence ici, mais le deuxième réservoir qui est pas au niveau des phonèmes, mais au niveau des mots, est-ce qu'il y a une différence de processing? Alors du coup, ça c'est pour le côté... Je vais essayer de revenir en arrière. Ah oui, c'est... Donc là, les neurones, oui, ici, ils peuvent avoir différentes dynamiques. Là, les neurones, dans chaque réservoir, les neurones ont les mêmes dynamiques, mais après, on a peut-être plutôt intérêt ici à avoir différentes constantes de temps dans les neurones parce que effectivement, là, il y a c'est différent. Là, il faut réagir rapidement au stimulus, alors que là, on peut voir que c'est plus lent. C'est pas strictement nécessaire pour que ça marche, mais pour obtenir les meilleures performances, il me semble qu'on a besoin d'optimiser justement ces différents paramètres. Et ce qui est assez logique, puisque même dans le cerveau, des aires qui sont plus perceptives, par exemple visuellement, aux aires qui sont plus frontales, donc plutôt intégratives, on a besoin, il y a différentes constantes de temps qui sont observées dans le cerveau. Les aires intégratives exécutives ont des constantes de temps plus longues que les aires perceptives. Point de vue des neurosciences, je sais pas. D'accord. Et cette information-là, vous la fournissez au réservoir? Oui, c'est a priori, oui. D'accord. Voilà.
Et qu'est-ce qui est a priori dans les différents réservoirs? Ça, ce paramètre-là, c'est le paramètre de constante de temps, de mise de dynamique et le nombre de neurones. Après, le nombre, ça, c'est comme dans beaucoup de réseaux de neurones artificiels. On doit définir déjà le nombre de neurones a priori. D'accord. Et vous n'avez pas étudié la possibilité de faire développer ces paramètres-là automatiquement? Alors, si nous, on a étudié comment optimiser, mais juste d'un point de vue apprentissage artificiel, machine learning, comment trouver des bons paramètres de façon aléatoire, et ça marche bien. Donc, on peut imaginer dans le cerveau, il y a beaucoup d'échantillonnage, de sampling de différents paramètres, et que c'est juste les bons réseaux qui ont les meilleures performances qui sont sélectionnés. Mais ça, c'est pas. Mais là, c'est pas dans le cadre de ce projet encore qu'on fait ça, mais on peut imaginer que c'est seulement ce genre d'exploration qui est fait en parallèle dans le cerveau, par exemple. Parce qu'il n'y a pas y avoir qu'une seule hiérarchie de réservoirs en vrai. Dans ça, il va peut-être y avoir plusieurs choses en parallèle. Voilà. Et pour le langage des humains, est-ce que vous avez un niveau de hiérarchie qui est phonème seulement, et vous avez décidé des phonèmes et vous avez bâti un réservoir pour comprendre et reproduire les phonèmes? Non, pour l'humain, on est en train de le faire. Vous commencez. Le modèle sensorimoteur pour l'humain encore. Mais c'est le but. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes d'accord qu'il y a un niveau signal, un niveau phonème et un niveau, avant d'arriver à un niveau symbolique? Oui, après, il y a différents niveaux de symboles ou d'icônes, etc. Enfin, mais on pourra en revenir après, parce que justement, là, je vais justement essayer de lier les différents, enfin, en tout cas, un niveau de symbole avec, pour essayer de faire de voir comment on peut faire lier ça avec du supervisé. Enfin, pardon, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Non, justement, de façon moins supervisée que ce que je faisais, que ce que j'ai fait pour les modèles hiérarchiques. Parfait, merci. Merci pour la présentation. Ma question est justement sur le cross-situational learning. J'avais un peu de misère à saisir. Donc, c'est quoi, dans son essence, le cross-situational learning et pourquoi vous pensez que c'est une tâche importante pour l'ancrage du langage robotique, par exemple? Du coup, si je fais mes prochaines slides, je peux répondre à la question. Vas-y. Donc, du coup, je vais essayer d'être rapide, mais en français ou en anglais alors? Comme vous voulez. Bon, je vais essayer de le faire en français, comme ça je pourrais peut-être être un peu plus rapide. Donc du coup, là, ce que je vais présenter, c'est vraiment que à ce niveau-là, donc qu'à un niveau assez élevé d'abstraction. Mais en vrai, ce qu'il faudrait faire, bien sûr, pour le futur, c'est de lier les différentes modalités à différents niveaux d'abstraction. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est la fin, pardon, je me suis trompé. Quand j'ai sauté, j'ai sauté à la fin de cette slide. Donc du coup, ça c'est un travail qui a été commencé par 2 étudiants en master et continué avec mon doctorant Souba, qui est co-supervisé actuellement avec Frédéric Alexandre. Et donc l'idée, c'est d'arriver justement à avoir dans le futur des agents ou des robots en tout cas qui peuvent comprendre. Et l'idée, c'est donc avant, ça a été fait. Donc par exemple, le niveau hiérarchique, c'était fait de façon supervisée. Et là, l'idée, c'est que ce soit moins supervisé parce que, par exemple, ce que j'entends par cross-situational learning, c'est si je dis Meepen pour un de ces objets, le bébé ou le robot, il ne va pas savoir de quoi je parle. Alors que si, par exemple, je dis Meepen dans un autre contexte, du coup, il va peut-être faire le lien avec cet objet, mais il n'est pas sûr encore. Et s'il revoit encore cet objet ou cet animal, il va dire, ah oui, tiens, je sais que Meepen, ça se réfère à ça. Donc ça, c'est le cross-situational learning pour un mot. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est du cross-situational learning avec une phrase en entier. Donc l'idée, c'est que je prends un réservoir, donc un ecosystem network, c'est pareil, et je vais donner du coup toute la séquence de la phrase,
Et plutôt que de dire, ah bah oui, là j'ai le tel mot qui fait ça et qui fait ça, de faire un apprentissage supervisé, faire juste du semantic role labeling, je vais faire plutôt comme si j'avais un système de reconnaissance visuelle qui va reconnaître la scène et qui va dire, ah oui, là j'ai un paquet de mouchoirs à gauche, dont une tissue left blue et une tasse rouge, donc une tasse rouge qui est à droite. Donc je vais avoir cette représentation symbolique qui est très sommaire et simpliste. Et en fait, je vais utiliser ça comme signal d'apprentissage pour mon réseau. Mais du coup, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu, il y a quelque chose qui est un peu gênant ici, parce qu'en fait, ici, j'ai cup et right, sinon les autres mots, c'est des function words, donc c'est pas utile. Alors qu'ici, j'ai 6 features, j'ai 6 caractéristiques, et du coup, en fait, je vais entraîner mon réseau avec plus de features que ce qu'il a. OK? Et même si je fais ça, en fait, donc c'est ça que c'est là la magie du, entre guillemets, du cross-situational learning, c'est qu'en fait, à la fin, en apprenant comme ça incrémentalement, parce qu'on fait ça de façon incrémentale pour 1000 phrases, on va être capable, enfin d'ailleurs même avant les 1000 phrases, d'avoir la bonne représentation en sortie. C'est-à-dire d'avoir le neurone cup qui s'active et le neurone right qui s'active parce qu'il y a juste le cup et on the right. Et donc ça, c'est une expérience qu'on a fait juste avec une grammaire assez simple, mais où il y a par exemple des mots polysémiques comme orange qui peut être du coup une orange qu'on mange ou orange la couleur, donc un adjectif ou un nom. Et ce qu'on peut voir, donc si on regarde la sortie de ces activités-là, on peut voir que le réseau est capable d'activer correctement orange dans ces différents contextes, donc comme un objet, un nom, ou comme une couleur. Et ce, même si on a une orange dans le contexte. En fait, il est capable vraiment de ne pas attribuer seulement un symbole, enfin en tout cas un mot dans la phrase, enfin en tout cas un concept qu'il a à un mot dans la phrase, mais un mot dans un certain contexte. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on peut voir, c'est si on compare par exemple le réservoir avec des LSTM de différentes tailles, et là on compare, enfin en gros, le nombre de poids appris est similaire pour cette première courbe, donc qui ne marche pas du tout pour les LSTM, et qu'on augmente la taille du vocabulaire, en fait les réservoirs qui sont grosso modo des courbes vertes et rouges, on peut voir que c'est généralise très bien. En fait, l'erreur, elle progresse très peu quand on augmente le vocabulaire. Alors que pour les LSTM, ça devient très compliqué de généraliser quand on augmente le vocabulaire. Donc voilà, donc ça c'est, et on étudie un peu dans ce papier-là avec Alexandre Varnagin, pourquoi les réservoirs sont peut-être mieux pour généraliser quand il y a peu d'exemples, parce que là on n'utilise que 1000. Donc vraiment de façon très courte, on a aussi utilisé différents types de word embedding, comme d'ailleurs dans l'expérience précédente, et dans différents corpus. Donc ça, c'est le premier corpus que vous avez vu. On a pris des corpus de Gold, d'ailleurs, c'était, je crois me souvenir que c'est Mathieu Sec qui a fait ça, donc que vous aviez déjà invité. Et ça, c'est avec un jeu de données sur lequel on a travaillé avec l'Université de Hambourg, où il y a vraiment des phrases assez longues et compliquées. Donc là, ça devient un peu plus difficile, mais globalement, ça marche quand même. Même s'il faudra ajouter d'autres fonctionnalités, dont le chunking, par exemple, qui sera un élément important que pour l'instant, on n'a pas encore de modèle. Donc là, juste si je résume en français très rapidement, parce qu'il est déjà 6 heures, c'est que du coup, on est dans ces... en fait, donc je vais peut-être résumer en anglais pour cette fois-ci. So, to summarize, we have a model that learns word-to-meaning mapping from sentences. So it's not grounding at all for the moment, but it's see that actually we are going towards grounding. So imagine that here we have, instead of this symbolic representation, we have some kind of more perceptual representations and more linked, so more grounded representation. We could imagine that actually it would work, and hopefully we can test this soon. And so that the model is able to map from sequence of words, so it's dynamic. It's able to learn from a kind of noisy teacher signal, so the model is robust, so it's this cross-situational learning way of learning, and it's incremental, so we learn sentence by sentence, and it's able to correctly learn synonyms and polysynonymous words. And as I said, that reservoir has some kind of features that enables to generalize faster than LSTM, or at least what we saw in our experiments.
and it's robust because it can work with different kind of word embedding on one-hot encoding. And so this was it for cross-situational learning. So I hope I answered the question. And then, so I don't have time to present you my last contribution. But it's just a way that actually we deeply in this experiment with the PhD student Anthony and co-supervised with Nicolas Rougier, just to give a glimpse, we did some kind of model able to actually deal with this, start to go towards this chunking abilities, but this was on the gating abilities and to have this working memory mechanism. So just to be able to gate, so to input some activity and to gate it and keep it in memory for a long period of time until the time to which it was needed. And for this, we just added an output node, a readout node, which has some feedback connection, and the reservoir learns, it's trainable to learn to gate information like this. Ce projet, c'est lié à une bourse ANR, donc c'est l'Agence nationale de la recherche française. Donc c'est une bourse jeunes chercheurs pour ça, donc qui commençait il y a 1 an et qui finit dans 3 ans, qui doit durer 4 ans. Donc, du coup, j'ai déjà un doctorant qui a commencé à travailler dessus et je vais avoir aussi une offre de postdoc qui va sortir bientôt, mais en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir travailler à Bordeaux, n'hésitez pas à me contacter. Tu as dit que l'incorporation, si on peut le dire en français, est en attente. Mais pourtant, tu pourrais faire des petits robots déjà avec ce que tu as. Pourquoi tu restes loin du matériel? Alors, je reste pas loin du matériel. Enfin, j'ai déjà lié ça à des robots. Enfin, j'ai déjà lié ça avec le robot iCom ou même le robot Nao. Mais c'est pas. Après, c'est du. Disons que c'est pas fort. Enfin, en tout cas, c'est pas un niveau de grounding, pas un niveau d'ancrage ou d'incorporation qui me semble qui me semble fort, au sens fort, quoi. J'ai pas fait encore d'intégration au sens fort, ou dans le sens où c'est des traitements le système n'est pas autonome pour grounder les symboles, pour incorporer les symboles. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond. J'ai coupé le son parce qu'il y a du son ici. D'accord. Alors, oui, ça répond. Oui. Maintenant, continue. Passe à ce que tu avais l'intention de couvrir. Alors, est-ce que vaut mieux que je passe sur la discussion ou que je passe sur ce côté working memory Au choix. Au choix? Ouais. Peut-être juste très rapidement, et je reste en français du coup, il y a comme toujours Et il reste en français maintenant, on a perdu une partie de notre... les anglophones, ok. Donc peut-être juste rapidement sur ce modèle, donc je vais pas rentrer beaucoup dans les détails, et juste pour dire, en fait que le modèle est capable d'apprendre à faire du gating d'informations, donc vraiment à garder l'information quand on lui dit de la garder, donc quand il y a un trigger, quand il y a un déclencheur, il est capable de faire ça, et il est capable de faire ça donc pour des tâches simples et pour différents types de tâches. Donc quand il y a plusieurs entrées, quand il y a des entrées qui le perturbent, ou quand les entrées c'est même pas symbolique, c'est même pas des valeurs continues, mais c'est des chiffres qu'on scanne. Et ce qui est intéressant, en tout cas du point de vue, s'il y en a qui s'intéressent du point de vue neurosciences, c'est qu'en fait, ce modèle, là, on peut avoir des activités dans le réservoir. Excuse, c'était ma faute. Vas-y. Vous m'entendiez pas ou c'était le... Oui, non, c'est correct. Voilà, donc ce que je disais, c'est que ça marche pour différents types de tâches. Donc ça, ce modèle est vraiment robuste pour ça. Et là, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est l'activité. Donc en gris, c'est l'activité d'une vingtaine de neurones qui sont les plus corrélés d'ailleurs avec la sortie, donc avec l'unité de mémoire qui est en rouge. Donc là, on peut voir, comme ce qu'on pouvait penser il y a quelques décennies, qu'on a besoin de neurones avec des activités constantes pour garder l'information, donc qu'on peut toujours trouver peut-être dans le cerveau. Mais aussi, pour différentes tâches, on peut voir que ces activités neuronales, elles peuvent être
très variable, enfin très dynamique, et quand même avoir cette mémoire à long terme de l'information dans le temps. Donc on peut très bien avoir un encodage qui est avec des activités constantes ou des activités dynamiques. Et ça change juste en gros le type de connexion, le type de corrélation qu'on a. Voilà, donc ça c'est juste pour dire que... Ah, voilà, ça a bugué de mon côté. Ah, peut-être que c'est des images qui sont... Est-ce que ça passe ou pas? Voilà. Donc après, ça c'était pour les paramètres. Peut-être aussi c'est lié à la question qu'il y avait eu avant sur les paramètres. Donc là, on montre qu'en gros, au niveau de la courbe rouge, on a des précisions de 10 puissance moins 2, pardon. Et que du coup, on peut voir que, en fait, il y a beaucoup de plages de paramètres pour les différents paramètres, donc le rayon spectral, etc. Donc ça, c'est le leak rate dont on parlait tout à l'heure, l'inverse de la constante de temps. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de plages de paramètres où le modèle fonctionne avec un bon niveau de précision. Donc ça, c'est juste pour dire que c'est robuste. Et du coup, en résumé, pour dire les choses que je n'ai pas dit, donc le modèle, ça marche de façon en ligne, donc incrémentale et hors ligne. Donc on a vraiment un début, on a justement ce gating mécanisme, et on a vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à côté d'un line attractor, vraiment un système dynamique qui est capable de vraiment être robuste, de simuler justement ce line attractor, un attracteur segment, un attracteur en ligne en français. Et ça, on pense que ça va être utile justement pour représenter, pour construire l'architecture plus tard. Pour construire justement ce type d'architecture. Et du coup, s'il n'y a pas de questions sur ce modèle-là, je vais aller directement à la discussion. Ah, là c'est l'ordinateur qui est fatigué, il saute des slides. Donc le but, en résumé, c'est que c'était de faire un modèle neurocomputationnel du traitement du langage et de la production. Du coup, ce qu'on a vu, c'est qu'on est capable d'avoir des hiérarchies de symboles à différentes constantes de temps, donc de traiter des flux de symboles dynamiquement et de façon robuste, d'avoir des représentations anytime, donc à n'importe quel point dans le temps. Qu'on était capable justement d'apprendre en interaction avec l'environnement, donc d'apprendre incrémentalement. Donc ça, c'est bien pour avoir modélisé les différents niveaux de développement de l'enfant. On a donc le côté perception, action, on en a une partie, mais il y a encore vraiment un petit chemin à faire pour avoir justement ces perception action symbols, donc avoir des symboles qui soient mixés entre la perception et la production. D'avoir d'émergence de symboles, c'est aussi en cours. Et pareil pour l'ancrage, pour l'incorporation avec d'autres modalités, c'est en cours. Et voilà. Du coup, pour le réservoir computing, j'ai déjà fait un résumé dessus. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un framework qui est généré, qui est robuste, et qu'on va pouvoir utiliser. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'hypothèses, en fait, sur la connectivité, donc qui est vraiment intéressant de mon point de vue pour faire ça. Et du coup, ce que je trouve intéressant aussi dans l'architecture de ce projet que je propose, c'est que c'est pas forcément lié à l'apprentissage du langage, et l'idée c'est que le modèle soit assez générique pour que ce soit utilisé dans d'autres modalités, et que justement il y a ce côté, par exemple pour la reconnaissance de gestes ou pour le traitement de la musique, ça pourrait fonctionner également. Voilà, donc ça c'est juste aussi pour dire que cette idée de hiérarchie, c'est pas lié seulement du point de vue psychologique, du point de vue cognitif, mais c'est aussi lié du point de vue neuroanatomique. Donc par exemple Foster décrivait ça déjà il y a 20 ans. Et alors peut-être oui, si, parce que vous disiez que ça vous intéressait sur les oiseaux, donc ça je peux peut-être parler un peu des autres types d'expériences qu'on fait dessus. Merci encore beaucoup pour l'invitation, c'était très intéressant les discussions, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.